Interaction deuxième, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode d'Interaction. Vous n'avez peut-être pas encore l'habitude, mais je vous rappelle le principe, à la fois un fonds d'investissement investi en actions européennes et une émission interactive, transparente, un comité de gestion filmé qui vous permet de suivre en direct, de décortiquer, de décrypter, de mieux comprendre comment ça se passe dans cette boîte noire de l'asset management et puis bien sûr de participer et de poser vos questions. C'est pour ça qu'on l'a appelé Interaction. En compagnie d'Hubert Tassin. Bonjour Hubert, bonjour, notre analyste, et en compagnie de notre gérant Thomas Louis. Bonjour Thomas. Bonjour messieurs. On commence tout de suite par la première séquence, la séquence tendance pour décrypter l'actu. Alors, une actu boursière riche, mais en fait, on pourrait dire ça chaque semaine. Hein. C'est l'avantage de la bourse, on s'ennuie rarement. Hubert, on commence avec Sanofi. Hein. Ça a quand même été un coup de tonnerre. Ça Sanofi, a défrayé la chronique. Double coup de tonnerre. Hein. Le premier coup de tonnerre, la publication des perspectives du produit vedette, la Lantus qui soigne les diabétiques, dont la croissance a été révisée à la baisse ou à peu près à zéro suite à une guerre des prix lancée par un concurrent. Et finalement, c'est une retombée du fameux Obamacare qui cherche à limiter les dépenses de santé des Américains. La sécurité sociale américaine, voilà, un dommage collatéral, c'est forcément les grands groupes pharmaceutiques qui vont voir leur pression sur les prix augmenter. Alors, ça a été le premier coup de tonnerre. Et puis évidemment, le stress a été à son maximum derrière, puisque le conseil d'administration a révoqué ou annoncé qu'il allait débarqué, on peut dire. Débarquer le directeur général, le patron, qui était là depuis 2008, qui n'a pas un mauvais bilan. Hein, le titre a monté de 70% depuis. Et surtout, il est arrivé au moment où il y avait ce fameux mur des brevets, où beaucoup de brevets tombaient dans le domaine public, et il a géré par de la croissance externe, par le recours aux biotech, il a géré ce problème, et finalement, on se retrouve avec un Sanofi qui a bien morflé et qui décode, Thomas, 15% de baisse 20% sur la semaine. 15% de baisse sur la semaine pour la première capitalisation de l'indice, ça fait mal. C'est assez rare de voir un patron du CAC comme ça viré comme un malpropre presque, surtout qu'il n'avait pas démérité. C'est du jamais vu, vous avez déjà vu ça Thomas ? Je n'ai pas vu ça sur les 5-10 dernières années. Il y a eu à chaque fois soit des raisons dramatiques, et malheureusement on a pu le connaître avec Total ou Michelin un petit peu avant. Mais là, ça, de cette façon-là, non plus. Comment est-ce que vous le percevez dans la communauté financière ? Comment ça a été vécu finalement, cette reprise en main du Conseil ? Un instant de stupeur, reprise en main du Conseil, Serge Wimbert qui se mêle en tant que président du conseil de surveillance, qui se mêle de la présidence du directoire. Ils sont là pour surveiller, comme son nom l'indique, avec un ton assez agressif sur la délocalisation possible du président du directoire vers les États-Unis. Et cette délocalisation de la tête de la personne qui était à la tête de l'exploitation de la maison, ça faisait plutôt désordre, visiblement. À mon avis, il y a d'autres raisons aussi. Un Chris Hubarer qui, dit-on, s'était beaucoup affranchi de ce conseil et ce qui a déplu. Oui, mais par ailleurs, Sanofi est quand même un groupe pharmaceutique français et qui bénéficie ou qui subit un délit de sale gueule aux États-Unis auprès des autorités. Les Américains ne sont pas absolument charmés qu'il y ait un grand leader mondial qui soit français. Et donc, le déménagement de son patron, etc., faisait de Sanofi de plus en plus une valeur américaine. Et si on veut exister dans le secteur de la pharmacie, il faut exister aux États-Unis. Alors on se retrouve, Thomas, avec une décote que les analystes par rapport au secteur de 15 à 20%. Alors, donc, dans le fonds Interaction... Mais ça on verra après, Hubert. N'anticipons pas. On va parler de ça, parce qu'en effet, on en a acheté, on se souvient du portefeuille, on en a acheté la veille. Donc, on verra comment on gère une baisse de 15% en direct. Un mot également sur les politiques des banques centrales, avec beaucoup d'actu aussi. Bon chiffre de croissance américaine, 3,5% au troisième trimestre, c'est au-dessus des estimations, c'est la moyenne des trimestres précédents. Le deuxième trimestre avait subi le contre-coup d'un premier trimestre qui avait été bloqué par à la fois du déstockage et des problèmes météorologiques, en tout cas sur la côte est des États-Unis. 3,5, c'est très très bien. Et dans la foulée, ou un peu avant en réalité, la Réserve fédérale annonce la fin de son quantitative easing, donc d'un programme de rachat. Elle n'annonce pas qu'elle va vendre les actifs qu'elle a, donc elle maintient son bilan à un niveau très élevé. Et aujourd'hui, on imagine, si on analyse le discours, que la hausse des taux courts
qui est la prochaine étape, pourrait intervenir plutôt au premier semestre qu'au deuxième semestre, comme on l'imaginait avant. Et alors, ça n'a pas créé de panique, hein? Non. Pas de panique parce que les chiffres sont très 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 bons. Les publications des entreprises ont été très bons d'une manière générale aux États-Unis. Donc timing parfait. Et alors on a un switch évidemment avec le reste du monde, avec d'abord le Japon. Le Japon qui annonce une amplification de son programme de quantitative easing, de rachat par la Banque centrale, et surtout le fonds de retraite japonais qui fait 1200 milliards de dollars annonce qu'il va passer son exposition en actions de 25% à 50%, en ayant de 12,5 à 25 grosso modo en valeur japonaise et de 12,5 à 25 en valeur mondiale, donc forcément européenne et américaine. On a vendredi en début d'après-midi plus de 2% de croissance sur l'indice CAC. On a eu la Banque Centrale Européenne aussi qui lance son programme de rachat d'ABS. Ça joue? Alors en fait, ça conforte l'ensemble du schéma. On a vu ce week-end, enfin le week-end dernier plus exactement, que l'asset quality review, les stress tests pour résumer, ont été passés dans l'ensemble avec brio par les banques les plus importantes, à l'exception d'une banque italienne qui a pris les pieds dans le tapis comme chacun s'y attendait. C'était juste l'ampleur de la chute qu'on visait. Elle est assez importante. Il se trouve que visiblement, les banques qui sont concernées manquent d'environ 40 à 60 milliards de fonds propres. 25 banques, il y a plus de la moitié qui avaient déjà pris des décisions avant que cette AQR, cette Asset Quality Review soit fait. Donc moi je trouve qu'en ce moment les choses se passent plutôt bien. Encore une fois, la nouvelle de la Fed est une très bonne nouvelle, c'est quand même la meilleure chose qui soit, c'est que le malade commence à aller mieux. Voilà. Et on a des banques en portefeuille, on va y revenir un peu plus tard. Voilà pour la première partie de l'émission sur l'actualité, on passe tout de suite à notre tableau de bord. Alors, une méthode avec laquelle on va ensemble se familiariser au cours des émissions, la méthode d'Acer Finance, avec d'abord une approche globale, ce tableau de bord, 12 indicateurs, 12 feux, vert, orange ou rouge, qui concernent donc les perturbations, liquidités, risques. À chaque fois, on va en détailler une. Et là, en l'occurrence, celle à laquelle on va s'intéresser, c'est dynamique des corrélations qui passe au rouge. Est-ce qu'il faut s'inquiéter quand ça passe au rouge? Alors, on va voir d'abord le tableau dynamique des corrélations s'afficher en gros. Ça veut dire quoi un feu rouge, Thomas? Un feu rouge, ça veut dire qu'on attaque une zone critique au-delà de ce qu'on observe habituellement et surtout un changement de comportement possible du marché en l'occurrence, puisque ici on s'attaque à la dynamique des corrélations des classes d'actifs. On va voir le tableau des corrélations s'afficher aussi sur l'ordinateur. Il est affiché là c'est l'indicateur numéro 8. Oui, l'indicateur 8. Mais il en faut combien des rouges pour que en fait, ça ait une incidence forte? Alors, dès lors qu'on peut avoir 3 ou 4 rouges qui apparaissent et nous renvoyer en mode 4, notamment sur les indicateurs dont j'avais parlé, qui étaient les indicateurs sismiques sur les niveaux de perturbation. D'accord. Donc, le mode 4, c'est la météo, on rappelle, on en parlera plus tard. Donc, on voit cette dynamique des corrélations. La dynamique des corrélations, qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire que grosso modo, dans une dynamique des corrélations qu'on observe ici, on voit que les chiffres remontent, c'est que tous les actifs réagissent de la même façon, tous les marchés réagissent de la même façon. C'est-à-dire que le marché perd de sa valeur intrinsèque au profit d'une réaction plus systémique. Donc les obligations, les actions, tout. Tout. Il y a une tension. Il peut y avoir une tension sur tout. Et là, en l'occurrence, on mesure ce qui se passe sur les places européennes comme sur les places américaines. Et il y a donc un dénominateur commun qui fait que tout le monde va réagir de la même façon, alors que normalement les marchés doivent réagir sur des fondements intrinsèques, soit résultat des entreprises évidemment par exemple. Donc là, c'est la courbe rouge. C'est la courbe rouge en Europe. C'est la courbe rouge en Europe et la courbe bleue aux États-Unis. Et c'est un signal d'alarme, donc pour vous, c'est pour ça que le feu passe au rouge. Oui, alors comme c'est un signal décalé dans le temps, c'est un peu le signal de ce qui s'est passé la semaine dernière, qu'on retrouve aujourd'hui. Ça va être un des indicateurs qu'on va suivre pas mal dans les 2-3 semaines qui viennent. D'accord. Mais ça ne nous arrête pas pour autant, en tout cas pour l'instant, ce feu rouge, on a vu qu'il y avait 12 indicateurs, un seul ne suffit pas à arrêter la machine. Non, les indicateurs vivent, on l'a vu, on était dans un mode 3, on en avait parlé, vous vous souvenez sur les indicateurs qui vont de 1 à 4, on était dans un mode incertain, on reste encore dans un mode incertain. Je trouve que les dernières nouvelles, notamment de ces 2 derniers jours, commencent à lever un certain nombre d'incertitudes qui font augurer probablement des changements de couleur dans nos feux. Alors, vous nous avez apporté un autre indicateur, macro celui-ci, sur le prix du pétrole, un indicateur aussi important avec une baisse très rapide ces dernières semaines, ces derniers mois.
Alors, c'est une baisse très rapide puisqu'on est passé de 105, 110 $ à 80 $, un petit peu plus de 80 $ aujourd'hui. Alors, vous observez deux courbes sur ce graphique. Le WTI, qui est le West Texas Index, c'est-à-dire le pétrole négocié aux États-Unis, et le Brent négocié plutôt en Europe et plutôt au Moyen-Orient. Ce qui est intéressant, c'est de voir là qu'à un moment, ça s'est décorrélé. C'est-à-dire que quand il y a eu l'effet du gaz de schiste, le prix du baril aux États-Unis était inférieur au prix du baril négocié en Europe. Ce qui a donné un avantage d'ailleurs compétitif, une fois de plus, à nos amis américains. Une partie de la croissance vient de là. Un petit coup d'avance. Donc ça, c'était la première chose à voir sur cette courbe. La deuxième chose à voir, c'est la grande tendance. Vous voyez que vous le voyez peut-être mal à l'écran, mais c'est un graphique qui commence en 1990, qui se termine de nos jours, et on voit, au travers des pics qui se sont dessinés, une montée jusqu'à 120 $ du prix de baril, et depuis, une tendance à la baisse. Et ça rappelle ce que nous évoquions la semaine dernière, cette tendance assez longue à la baisse du prix de l'énergie fossile pour probablement la décennie qui vient. Ça risque d'être un des thèmes de la décennie et probablement aussi de nos investissements pour revenir à Interaction. D'accord. Alors ce qu'on surveillera quand même, c'est l'évolution de l'offre donnée par les producteurs du gaz de schiste ou de gaz de sable ou de pétrole de schiste ou de pétrole de sable aux États-Unis, parce qu'évidemment, il y a un moment où ça devient moins rentable et où ça peut s'ajuster et effectivement casser la baisse. Mais quoi qu'il arrive, la tendance est là. La tendance semble être là et nous, en tous les cas, elle nous semble structurante. Bon, on suivra ce cours du baril avec donc le tableau final, la météo. On reste en risque on, comme vous dites, temps incertain. On est au 3e niveau. Il y a beau temps, nuageux, risque d'averse et puis tempête. Tempête, on sort du marché, en tout cas on ne bouge pas, on se met à vraiment en valeur défensive et au maximum de cash autorisé dans le cadre de notre fonds, c'est-à-dire 25%. Là, on reste en risque 3. Donc on reste à 90% et une répartition plutôt défensive. Alors au moment où on parle, on est toujours en risque 3, donc effectivement, Hubert, en mode plutôt défensif, on le verra dans le portefeuille un petit peu plus loin. Mais toujours 90% en termes d'investissement ? Toujours. Toujours. On ne regrette pas, on le verra sur les quelques chiffres que je vous ai apportés. Alors justement, on va parler des chiffres avec la rubrique performance. Alors, une rubrique performance, on est content finalement de voir les premiers chiffres sortir. On rappelle que ce fonds a été lancé la semaine dernière, que les premières actions ont été achetées lundi matin. Et voilà, on peut présenter les premières tendances. Alors, on va voir un premier tableau qui montre, qu'on va analyser ensemble, le poids, le potentiel et la performance. Donc, on va tout de suite à la performance. Moi, c'est ma curiosité journalistique, 0,38% de performance, c'est bien ça, à hier soir. 0,38 à hier soir. C'est les chiffres de jeudi soir. Ce sont les chiffres de jeudi soir à la clôture. Alors, je rappelle que nous avons investi lundi, non pas matin à la première heure, mais pendant toute la journée. Lundi ayant été une journée particulière, parce qu'on a ouvert en hausse et on a fini en baisse. Donc, ça nous a permis d'acheter tout au long de la journée. Pour les spécialistes, on a acheté sur des ordres travaillés soignant, on a laissé à notre intermédiaire le soin de travailler cela en surveillant l'exécution, la qualité de l'exécution des titres. C'est aussi quelque chose qui figurera dans les reportings que vous pourrez voir sur les sites, sur les liens qu'on a avec nos sites internet. C'est important pour nous de le dire, on a investi 90% conformément à ce dont nous avions convenu et conformément à ce à quoi nous nous étions engagés évidemment. Voilà. Et donc ce 0,38 signifie qu'on gagnait 0,38 pour un marché qui gagnait 0,35 ou 36 hier soir. Donc ce qui nous a permis de battre l'indice et d'absorber une partie des frais d'exécution. Avec la hausse Alors aujourd'hui, à 12 heures, on avait une hausse des marchés de 1,90% à 12 heures précises. On était sur le fond, sur la journée, en hausse de 1,73, ce qui nous donne un léger retard depuis le lancement, puisque le fonds progresse de 2,12%, progressé à 12 heures de 2,12% et de 2,14% à la même heure aujourd'hui. Le CAC de 2,14 à la même heure aujourd'hui. Voilà. Donc on est proche du CAC pour l'instant. Et on est proche du CAC pour l'instant. Dividende réinvesti. Hubert, qu'est-ce que ça vous inspire, ces performances? On voit les défensives qui ont reculé et les financières. On voit quand même la conclusion du risque 3, comme on le disait tout à l'heure. C'est qu'à partir du moment du risque 3, il y a une belle part, si on compare notamment avec le CAC 40, il y a une part des défensives qui est assez importante.
importante. Et les paris ne sont pas extrêmement marqués. Alors, il y a un petit pari, il y a un vrai pari qui est fait sur les semi-cycliques, par exemple. On va voir l'autre schéma qui montre en effet... et il y a un pari fait sur les TMT qui est cohérent avec l'indicateur macro qui est sorti tout à l'heure, qui est l'indicateur de baisse du coût de l'énergie et donc de hausse potentielle de tout ce qu'on peut gagner. Grâce à la productivité grâce à sa tête. Et des technologies et à sa tête. Mais des défensifs qui reculent, c'est pas très logique. Des défensifs qui reculent, ça arrive. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça baisse. Enfin, les défensifs que nous avons baissent moins que le marché dans sa globalité. C'est pour ça qu'on les appelle défensifs. Ce sont des valeurs d'abonnement. Donc c'est ce qu'on voit là. C'est le petit moins 0,24% à droite, rouge défensif, alors que le marché a baissé de 0,69%. Sur les défensifs. La composition défensive du CAC effectivement a conduit à une baisse de 0,69 dans la part du CAC. Voilà. Donc l'interaction qui est en rouge baisse un peu moins que le CAC, enfin la composante défensive du CAC. Les financières, pareil, interaction recule de 0,04% dans sa composante financière, quand le CAC recule de 0,25%. Absolument. En revanche, en semi-cyclique, conso et autres, on est un peu à la traîne. Sur les consos, ce qu'on appelle les consos cycliques, effectivement, un peu de retard, ce qui est assez normal, des rebonds assez violents de Renault, de L'Oréal, et c'est plus des valeurs que nous n'avons pas en portefeuille qui ont rebondi que nos valeurs qui seraient mal comportées, on le verra dans le détail. Alors, on va le voir dans le détail, en effet. Tout de suite, place aux actions avec la rubrique gestion à proprement parler. Donc, si on regarde en effet le portefeuille dans son détail, on va voir deux lignes qui se démarquent en particulier. Le fameux moins 15% de Sanofi. Alors, on rappelle que c'est les cours pris à jeudi soir. Comment est-ce qu'on vit une journée comme ça ? Quand on est gérant, on lance un fonds, un nouveau compartiment et on se prend moins 15% sur une action. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on achète moins cher. Puisqu'on a décidé d'acheter, c'est qu'a priori, on y croit toujours, malgré les nouvelles qui tombent. Donc, c'est-à-dire qu'on continue à se renforcer sur Sanofi. Vous en avez racheté ? Alors, on a commencé à en racheter un petit peu pour une raison simple, c'est que la pondération mécaniquement dans le fonds, qui était de 5%, est passée à 4,20. Donc et 5, c'est le maximum que vous autorisez ? Non, on peut monter jusqu'à 7-8. On pourrait monter dans l'absolu jusqu'à 10 d'ailleurs. Nous, notre objectif, c'est de rester à 5 pour l'instant. Ça fait partie de l'équilibre du fonds. Donc, on n'ira pas... Donc, vous avez racheté, vous avez profité de cette forte baisse pour renforcer cette ligne Sanofi. Alors, pour être tout à fait précis, on a attendu mercredi d'avoir un petit peu plus de nouvelles, mercredi et jeudi, d'avoir un petit peu plus de nouvelles. Et on a acheté du Sanofi hier, effectivement. Pourquoi est-ce que Sanofi, on voit sur ce tableau, a une contribution donc négative, moins 0,6%, mais une contribution relative positive, plus 0,76%. Ça veut dire quoi la contribution relative ? Ce que vous voyez, si on lit ces colonnes, dans la colonne performance, on voit effectivement ce moins 15. Ce moins 15% appliqué à 5% du portefeuille, ça constitue une baisse de moins 1%. En contribution, ça, c'est la contribution. Nette absolue pour le fonds. En revanche, et la performance, c'est la performance de Sanofi de l'action, en fait. Exactement, c'est la performance de l'action. Et donc, ce qu'on va par contre mesurer, nous, ce que vous voyez dans la colonne contribution relative, c'est cette performance relative par rapport au CAC 40. C'est-à-dire, dans le CAC 40, vous aviez 12% de Sanofi qui a eu un impact bien supérieur. Et le fait d'en avoir moins que l'indice nous fait gagner en relatif, puisqu'on va mesurer cette performance relative toujours. C'est là où se pose quand même la question de rester à 5 ou à un moment quelconque de passer peut-être un tout petit peu au-dessus, parce que Sanofi a reconstitué un gros potentiel, puisque comme on le disait, il décode de 15-20% par rapport au comparable. Et il y a plutôt un flux de bonnes nouvelles devant nous. Je pense qu'on a quand même pris un maximum de mauvaises. Alors, a priori, oui, mais on va remonter à 5. On va remonter à 5. Et après, l'objectif, si la hausse se poursuit, c'est qu'on va repasser au-delà des 5 en pondération. Et par souci de précaution, on vendra cette surpondération. D'accord. Comment est-ce que vous faites quand c'est une action qui n'est pas dans le CAC, par exemple Santander, une société bancaire espagnole, pour avoir une contribution relative qui soit par rapport au CAC ? C'est simple, comme Santander n'est pas dans l'indice, c'est une contribution absolue qui devient une contribution relative. Par exemple, je ne fais pas figurer ici des titres comme L'Oréal que je n'ai pas en portefeuille, mais qui peuvent contribuer. On l'a vu dans l'indicateur dont on a parlé juste avant, au fait qu'il nous manquait ces titres pour monter plus. Donc c'est du bonus ou du malus. Exactement. La ligne rouge, la contribution relative, moins 0,41% qui concerne Total. Alors, parce que vous voyez, pour le coup de explication à l'envers de Sanofi, c'est la même mais à l'envers. C'est la même mais à l'envers dans un marché. Progresse moins vite que le CAC. Parce exactement. Dans un marché qui a progressé de 0,30, Total dans la même période a progressé de 4,77%. Ça pèse 12% de l'indice. Ça ne pèse que
3% de notre fonds, le delta est négatif. Et il faut savoir que si on avait 25% entre Total et Sanofi, on finirait par faire que le CAC 40. Ouais. Donc l'objectif, c'est pas de faire que le CAC 40. D'ailleurs, il ressemble beaucoup au CAC 40. La performance, on le disait, celle du CAC. Il est, comme on disait, en mode très prudent. C'était un peu la remarque que je faisais tout à l'heure. Avec 23 titres. Avec 23 ou 24 titres, 24 titres aujourd'hui, on arrive à faire aussi bien, avec, a priori, moins de volatilité. L'objectif, c'est on va rajouter des titres qui, en fonction de nos avis, on en reparlera un petit peu plus loin. Alors, avec l'exemple qu'on a cité la semaine dernière, qui était Eurotunnel. Eurotunnel, ce n'est pas dans le CAC, mais c'est une valeur de concession qui est parmi celles qu'il est agréable de posséder, la preuve. Bon, pour clore ce chapitre, qu'est-ce que vous pensez donc cette première pioche, cette première semaine d'interaction? Écoutez, on ne va pas pleurer. On fait le CAC sur une semaine extrêmement heurtée. Donc ce qu'il fallait, c'était, grâce au sang-froid, grâce effectivement à la répartition prudente du mode 3, tenir le choc sans avoir de drame. Donc là on fait le job, entre guillemets. Alors maintenant... Vos idées? Alors, les idées. Bon, alors, les banques, d'abord, il faut peut-être qu'on fasse un point sur le stress test des banques. Alors, BNP a sorti des résultats aujourd'hui. Tout ça, qu'est-ce que... Des résultats conformes à ce qu'on attendait. Exactement. Et qui seront conformes pour les 3 ans qui viennent à ce qu'on attend, quoi qu'il en soit. Je pense que sur les banques, on n'aura jamais de surprise sur les résultats, puisqu'on a sécurisé leur marge en leur prêtant à 0,5 et qu'elles prêtent aux agents économiques à 3. Je fais un raccourci, évidemment, mais il me semble que pour la pédagogie, c'est pas mal de faire ça. Donc, vous avez de la visibilité sur les résultats. Ça vous permet d'absorber les pertes passées. Et on a vu qu'en matière de pertes passées, la mesure de ces pertes passées dans les bilans a été plutôt bonne. C'est les résultats des stress tests. Donc, il y a eu une petite sanction le lendemain des résultats. Les bancaires ont commencé à remonter, puis elles ont baissé. Elles ont plutôt baissé pendant 3-4 jours. Je pense, moi, on va entrer dans une bonne dynamique sur les bancaires. Il sera probablement temps de revenir dessus. Donc, ce que j'entends, c'est pas cette semaine. Pas encore. Je ne pense pas qu'il y ait le feu au lac. Effectivement, on y voit très clair. Hein. Elles ont autant d'argent qu'elles veulent, à des prix très bas, et elles peuvent prêter plus cher. Pour le moment, ça c'est l'histoire des banques centrales dont on a parlé tout à l'heure, le crédit n'est pas reparti en Europe. Et quand on regarde les résultats de BNP, elles gagnent de l'argent sur les marchés, notamment sur les marchés de taux. Il n'y a pas une activité florissante sur la banque de détail. Alors, Hubert, d'autres thématiques qui vous tiennent à cœur? Alors moi, je pensais qu'on pourrait regarder Ingenico, qui a publié des résultats cette semaine, qui est une société... tout le monde connaît Ingenico, parce que toute personne ayant payé avec une carte de crédit est passée par une machine Ingenico. Même sans le savoir. Hein. Depuis maintenant presque 2 ans, on révise à la hausse les estimations de bénéfices. Gemalto, qui n'est pas tout à fait dans le même métier, mais a été une grande vedette. Est-ce qu'Ingenico, qui aujourd'hui, enfin, arrive et débarque aux États-Unis d'Amérique, ce qui est important, est-ce que Thomas... Moi, j'aurais tendance à vouloir y aller, mais bien entendu, le gérant doit regarder. Ingenico, dans un autre fonds, on a eu pendant un temps de l'Ingenico et du Gemalto d'ailleurs. Gemalto, nous en sommes sortis complètement. De l'Ingenico, on rentrera probablement dessus, sauf que du point de vue du timing, Ingenico a connu une correction assez violente jusqu'à sous 68 €. Elle est aujourd'hui à 80, grosso modo, 79. Plus, oui. On a un objectif de cours, nous, pour être clair, à 95 €, donc un bel objectif de cours, qui est à peu près égal à l'objectif de cours que nous avons sur l'indice. C'est important, parce que je rappelle qu'à chaque fois, je rappellerai ce que nous attendons de l'indice. Ce n'est pas un facteur de surperformance lourd. En revanche, comme il n'est pas dans l'indice, c'est un facteur de surperformance absolue. C'est déjà pas négligeable. On aime bien ce groupe, leader mondial des solutions de paiement intégrées. On en achète Il est probable qu'on en achète. J'attendrai un petit peu que... Donc on n'en achète pas. Ça me va bien, parce que ça a beaucoup monté depuis le début de l'année. À l'inverse de Gemalto. Mais encore une fois, la nouveauté que moi je trouve dans les résultats trimestriels publiés, c'est qu'enfin, le pied est vraiment mis aux États-Unis, et ça c'est intéressant. Voilà. Ok, à suivre Gemalto, mais on ne la met pas en portefeuille. C'est clair, Hubert, what else? What else? Bon, alors, le portefeuille n'est pas absent du secteur automobile, avec Faurecia d'une part et Renault de l'autre. Donc, je pense que... Il vient d'être constitué. Moi, je pense que Peugeot a un potentiel qui est plus élevé que Renault, mais plus de risques, parce que les bonnes nouvelles sont devant, quand Renault a déjà des bonnes nouvelles qui sont derrière, notamment pour Peugeot avec la 308 et avec la Chine. Alors Peugeot, effectivement, appel d'air de la Chine, ça c'est intéressant, puisqu'on a dit d'une société de producteurs, on passe à une société de consommateurs là-bas, et donc d'acheteurs potentiels. C'est un des thèmes qu'on a abordé la semaine dernière. Voilà, et donc un vecteur de croissance important. N'oublions pas que Renault est quand même déjà bien implanté et n'a attendu personne
contrairement aux Peugeot qui ont mis un peu de temps pour aller en Chine de façon agressive, via le Japon, notamment pour Renault. Je pense, moi, que Peugeot va devenir quelque chose d'intéressant dès lors qu'on aura confirmé la vraie croissance des ventes en Chine. Aujourd'hui, on s'en tient encore à des hypothèses. Toujours votre histoire de catalyseur. On a un partenaire. Aujourd'hui, il y a un partenaire. Oui. Il y a un partenaire, il y a une voiture, la 308, qui Maintenant, attendons les acheteurs. Moi, Voilà. le catalyseur, ce sera l'acheteur. C'est quand on aura les premiers indicateurs. Donc, on rappelle à ceux qui nous regardent, le catalyseur, en fait, c'est l'élément déclencheur qui peut débloquer une action à la hausse ou à la baisse, d'ailleurs. Puisque en termes de chiffres, il est aujourd'hui, il y a plus de potentiel sur Peugeot, clairement, dans les objectifs de cours qu'on a, que sur Renault. En revanche, il faut toujours un catalyseur sur une action pour qu'elle entame un processus, soit de hausse, malheureusement de temps en temps de baisse, mais soit de hausse. Et on n'a toujours pas ce catalyseur aujourd'hui qu'on verra, nous, dans les ventes. On attend les acheteurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Donc, si on ne fait pas un Génico, si on ne change pas Renault en Peugeot, si on ne prend pas d'autres banques, qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, on va faire probablement un peu de construction au travers de Lafarge. On pense que les synergies entre Holcim et Lafarge, on va les mesurer au premier semestre. Donc là, on va revoir le portefeuille. On a déjà 2,86% de Lafarge dans le portefeuille. Voilà. Si on peut revoir le graphique. C'est une valeur dont on a parlé la semaine dernière. C'est une valeur qui a à la fois la fusion avec Holcim et quand même la baisse des coûts d'énergie qui est extrêmement importante pour les cimentières. Voilà. Donc l'idée, c'est de racheter un peu de Lafarge. Donc on est sur deux thèmes à la fois. On va probablement racheter 0,5 à 0,8%, donc ça va devenir une pondération substantielle de notre fonds. Pour jouer effectivement ce catalyseur qu'on devrait mesurer dans les comptes de fin d'année sur la baisse du coût de l'énergie, qui est un des thèmes qu'on a évoqués aujourd'hui, mais aussi, je le rappelais puisqu'on en a parlé la semaine dernière, sur les problématiques de financement de Lafarge, qui, compte tenu des cessions en cours, de la réorganisation, d'une meilleure allocation géographique, devrait se traduire au premier semestre par des chiffres assez intéressants, je pense. Donc on joue Lafarge, on achète Lafarge, c'est pas un jeu. Quoi d'autre? Aujourd'hui, on a vu Essilor qu'on avait en portefeuille, pardonnez-moi, qui se tient remarquablement bien, qui continue il n'est pas exclu qu'on en allège un peu si elle continue d'aussi bien se tenir. Là, on est à 5,12%. Cette semaine, on a eu des très bonnes indications du secteur des technologies auquel appartient Altran, d'Altran lui-même, d'Alten, etc. Et là, on est encore dans le schéma, les gens qui font marcher leur cerveau vont être mieux rémunérés au détriment du pétrole. Et donc ça, c'est une bonne perf et c'est surtout une bonne tendance. Donc on achète un peu de Lafarge, on vend un peu d'Essilor si ça se tient la semaine prochaine. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres arbitrages Aujourd'hui, on n'a pas envie de faire beaucoup plus d'arbitrage, c'est pas la peine. On va regarder un certain nombre de small et de mid cap, de petites valeurs. J'en avais parlé avec vous, c'était un des indicateurs qu'on suit. Pour l'instant, cet indicateur n'est pas au vert, donc la tendance n'est pas très bonne sur ces titres-là. Donc on préfère prendre la tendance et monter sur un certain nombre de valeurs. On a vu, il y avait Technicolor qu'on aimait beaucoup, il y a Ipsen qu'on aime bien aussi, qui a publié des résultats excellents. Autant de choses qui sont aujourd'hui dans le scope, dans ce qu'on vise, mais qui n'ont pas encore le catalyseur pour qu'on... D'accord, donc ça reste sur le radar, mais on ne bouge pas. On pourra s'interroger sur l'exposition hausse du dollar du portefeuille. Alors il y en a, mais de manière à voir si on la renforce. Il va rester un thème fort. Ça c'est un des thèmes. Et porteur sans doute. Un mot d'une façon générale, la philosophie, est-ce qu'il faut bouger beaucoup dans un portefeuille? Est-ce qu'il faut bouger peu? Est-ce que ça dépend? Je ne crois pas. Moi, je pense qu'il faut respecter le schéma qu'on a en tête, évidemment s'interroger, on est là aussi pour ça, sur la stratégie défensive, plus de défensive, moins de défensive, les grandes tendances, les tendances sous-jacentes et surtout l'analyse financière des titres. Je pense qu'on reviendra dans une prochaine émission sur des facteurs plus techniques sur les titres à proprement parler, pourquoi on les a en portefeuille et pourquoi on pense qu'il y a un catalyseur. Parce que ça aussi, c'est important. Pourquoi ce catalyseur est là? C'est comme ça qu'on bougera. Bouger pour bouger, ça n'a pas de sens. Et voilà, c'est tout le charme d'Interaction, rentrer dans le détail de cette mécanique de la gestion. On y reviendra en détail au fil des semaines. Voilà donc pour ce deuxième épisode. Merci messieurs. Merci Thomas. Merci à vous pour votre fidélité. On rappelle que vous pouvez souscrire à Interaction. Vous avez le code ISIN qui s'est affiché tout au long de l'émission et que vous retrouvez aussi sur le disclaimer, parce qu'on rappelle que ça reste risqué. Donc voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. Pour cette deuxième émission d'Interaction la semaine prochaine, même endroit, même heure.